Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Et c'est donc aujourd'hui Spinoza qui a choisi la question du jour. Oui, Spinoza lui-même, conseillé par Marguerite Caton, qui n'a gardé de ses longues heures de cours de philosophie sur ce monsieur qu'un souvenir réduit à une phrase « On peut tout dire mais pas taper » et un sigle, le TTP. Alors le TTP, c'est le traité théologico-politique. Quant à savoir si tout est bon à dire ou si l'État peut restreindre la liberté d'expression, eh bien nous allons voir cela avec Aïda Ndiaye. Bonjour. Bonjour Marguerite Caton. Merci d'être venue ce matin. Vous êtes enseignante de philosophie au lycée Alain Duvésinet, productrice aussi de podcasts dont le fameux Avoir raison avec Spinoza, disponible sur le site de France Culture. À vos côtés, Dan Arbib, l'homme de la carte blanche à Spinoza, qui nous accompagne toute cette matinée. Bonjour. Je n'ai pas rêvé à Aïda Ndiaye, on lit bien au chapitre 20, chacun peut, je cite, avec une entière liberté, opiner, juger et en conséquence aussi parler, pourvu qu'il n'aille pas au-delà de la simple parole. C'est bien une totale liberté d'expression que revendique le philosophe. Alors total, je ne dirais pas ça, on verra ensuite quelles sont les limites. Mais en effet, il y a cette idée que la liberté d'expression doit être la plus importante possible. Peut-être il faut commencer par dire qu'il s'agit de déterminer quel est le gouvernement le meilleur, ce qui est préférable, et non pas ce que l'État a le droit de faire, puisque l'État peut faire ce qu'il peut faire, en quelque sorte. Donc, c'est pas tellement une question de légitimité, c'est juste qu'est-ce qui est le mieux. Et ce qui est le mieux, c'est de laisser la parole s'exprimer librement, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement, en réalité. On ne peut pas contraindre ni les opinions, ni les paroles des hommes. L'État ne peut pas obliger les hommes à penser par exemple que quelque chose qui est vrai est faux. Il ne peut pas obliger les hommes à respecter un pouvoir qui serait indigne. Il ne peut pas empêcher les hommes de parler non plus. Il y a une forme de compulsion à la parole. Les hommes ne tiennent pas leur langue. Et il ne peut pas non plus faire en sorte que la diversité des opinions soit réduite à une seule. Donc en réalité, on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc la liberté d'expression est la conséquence mécanique de la liberté de conscience, d'opinion, mais vous dites tenir sa langue n'est pas une option envisageable aux yeux de Spinoza. D'une certaine manière, si vous voulez, les hommes, encore une fois, sont régis par ces passions, sont ce qu'ils sont, et ce qu'on constate, ce que l'on sait, c'est que les secrets se répandent, la parole se répand, celui qui tient, justement, qui fait promesse de tenir un secret ne le tiendra pas, va le révéler à quelqu'un qui lui-même le révélera, et ainsi de suite. Et donc, cette idée qu'on pourrait faire, disons, une distinction entre l'intériorité et l'extériorité, entre la liberté de conscience et la liberté d'expression, ne tient pas réellement parce que cette frontière n'est pas hermétique. Est-ce que le contexte politique des années 1670 aux Pays-Bas, dans les Provinces-Unies, comme on disait alors, est si libéral que cela, Dan Arbib ? Libéral, il l'est, mais il est menacé par des tensions illibérales, dirait-on aujourd'hui. Guillaume d'Orange chasse les frères de Witt en 1672. C'est la seule occasion où Spinoza descend et, contre l'avis de son logeur, va afficher dans les rues en bas de chez lui Ultimi Barbarorum, les derniers des barbares. Donc il lutte contre une espèce d'alliance qui est en train de se profiler entre des monarchistes, la famille d'Orange, et d'autre part ceux que l'on appelle à l'époque les contre-remontrants, c'est-à-dire une certaine doctrine calviniste extrêmement rigoriste, et il se crée une espèce d'alliance du trône et de l'autel, comme on dirait en France, c'est-à-dire une certaine orientation radicale du calvinisme et d'autre part une certaine version politique extrêmement rigoureuse. Et c'est contre ça que s'érige le traité théologico-politique. Et donc dire que le gouvernement ne peut pas contraindre la parole de ses citoyens, c'est audible au moins pour le pouvoir de l'époque ? C'est tout à fait important et je crois que les conséquences sont encore plus radicales qu'on pourrait y penser. C'est non pas seulement parce que le pouvoir politique ne peut pas empêcher les hommes de s'exprimer, mais c'est aussi parce que le pouvoir politique pourrait croire qu'il est nécessaire de restreindre la liberté de parole pour maintenir son propre pouvoir. En fait, Spinoza nous apprend le contraire. Si vous restreignez la liberté de parole, vous fomentez les complots, vous fomentez l'hypocrisie, vous fomentez les silences, et par conséquent, vous fomentez des germes de rébellion contre le pouvoir politique. Et donc, si vous voulez, la liberté d'expression ne va pas contre le pouvoir politique, elle en permet la perpétuation. L'honnêteté me commande quand même de citer la suite de la phrase. L'homme a toute liberté de parler, j'ai dit, pourvu qu'il n'aille pas au-delà de la simple parole et qu'il défende son opinion par la raison seule, non par la ruse, la colère ou la haine. Est-ce que c'est une réserve purement formelle, Aïda Ndiaye ? Je ne peux pas traiter de quelqu'un de sale con, mais si j'argumente posément sur sa faiblesse intellectuelle, c'est bon ? Ou est-ce qu'il faut comprendre autre chose ?
Non, il y a des limites à cette liberté d'expression. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle n'est pas totale. Il y a une certaine manière deux limites. La première, c'est que cette liberté est une liberté de parler et non d'agir. Donc en fait, la parole ne doit pas déboucher sur des actions séditieuses. Le risque, c'est vraiment la sédition, c'est-à-dire les actions qui pourraient mettre en danger en fait l'unité de l'État. Les individus n'ont pas renoncé à leur droit naturel à penser ce qu'ils veulent et à dire ce qu'ils veulent. En revanche, ils se sont placés sous l'autorité d'un pouvoir dont ils doivent maintenir l'unité. Et dans cette perspective-là, en fait, la haine dont vous avez parlé tout à l'heure, je crois, qui est justement cet affect triste qui vise la destruction de l'autre, eh bien la haine, précisément parce qu'elle vise cette destruction, met en danger l'unité et l'autorité du souverain. Donc il y a bien une limite, même si, évidemment, Spinoza lui-même dit que certaines paroles sont des actions, que ce n'est évidemment pas toujours facile d'identifier exactement où cette limite pourrait se placer, et que dans le fond, l'État, donc toujours le meilleur, ce qui est préférable, c'est l'État dans lequel on n'aurait pas besoin de cette régulation, mais néanmoins, la liberté d'expression n'est pas pour autant donc totale. Comment Spinoza aurait-il jugé la loi Guesso d'Annarbib, la loi Guesso qui, je le rappelle, punit d'1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, la contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité par discours, cris ou menaces proférés. Bon, la liste des moyens est longue. Qu'est-ce qu'il aurait pu en penser dans ce contexte de distinction entre la liberté d'expression de mon gouvernement et la liberté d'opinion? Alors, je ne sais pas ce qu'il en aurait pensé, je sais ce qu'on peut penser à partir de ce qu'il a écrit. La première chose, évidemment, comme ça vient d'être rappelé, la liberté d'expression doit être totale pourvu qu'elle n'induit pas certains actes. Et à ce titre, on pourrait dire, si certaines mises en question des génocides, etc., relèvent de l'opinion historiquement informée, relèvent du débat scientifique et de la rationalité, alors pourquoi pas? Sauf que Spinoza nous dit, qu'un État qui serait fait d'être purement rationnel ne serait pas nécessaire. Si nous étions tous rationnels, il n'y aurait pas besoin d'État. Et l'État est là, en quelque manière, pour corseter nos passions et leur expression. Ce qui peut se produire dans le cas de la loi Guesso, c'est que, par exemple, le négationnisme est là pour habiller, peut-être, sans doute, l'antisémitisme. Il ne relève pas d'une opinion historiquement renseignée, argumentée ou rationnelle. Et par conséquent, le négationnisme est une passion. Est une passion qui met en danger le corps social et qui, par conséquent, peut être entendue comme une opinion séditieuse visant à rompre l'unité de la collectivité politique. Et par conséquent, vu sous cet aspect, alors la loi Guesso pourrait être légitime et ne pas enfreindre la liberté d'expression que Spinoza appelle de ses voeux. Donc on comprend en fait que c'est bien une réflexion sur le bon usage de la violence d'État, presque, à laquelle on assiste. En un mot pour conclure, Aïda Ndai. Oui. Tout à fait. Eh ben, je vous remercie, et je vous remercie aussi, d'Annarbib. Mais vous restez avec Guillaume Erner pour la suite des matins.